Jacques, c'est une menace particulière, c'est les travailleurs de la Société guinéenne des pétroles qui le disent clairement. Si le DG n'est pas enlevé, n'est pas balayé, à partir de, je crois qu'ils ont un deadline, c'est jeudi. C'est aujourd'hui. Ils ont une réunion, je crois, ce matin à 11h et ils devraient décider de la marche à suivre. Ce qu'on va faire ce matin, c'est vraiment de l'équilibre. Voilà, de l'équilibre. Parce que hier, heureusement, on a été très prudent dans ce studio. On dit, en attendant d'avoir la version de l'autre camp. Et donc, ce qu'on va faire ce matin, nous allons relayer la version de l'autre camp. Djiba a été très large hier et très explicite sur les revendications des travailleurs de la Société guinéenne des pétroles. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire donc, c'est de dire ce que dit la direction générale. Point par point. Je vais revenir sur la revendication. D'accord. La revendication. On dit à la suite des différentes plaintes des travailleurs qui ont été menacés, injuriés, voire même harcelés par le directeur général de la Société guinéenne des pétroles, M. Nandiolo Kone Abel, à la suite des comportements néfastes du directeur général qui empêchent le bon fonctionnement de l'entreprise, nous, délégués syndicaux, au nom des travailleurs de la Société guinéenne des pétroles, demandons le départ pur et simple de M. Nandiolo Kone Abel dans le plus bref délai. Par conséquent, si notre requête n'est pas prise en compte, nous utiliserons tous les moyens légaux pour être rétablis dans nos droits. C'est donc la revendication. Il faut bien dire qu'à l'intérieur de cette note, il n'y a pas de problème de salaire. Donc, ce n'est pas une question de salaire. Ce n'est vraiment pas lié. Et l'information, je la tiens quand même de quelqu'un qui apparemment n'a pas intérêt à masquer. Source sûre. Bon, une source sûre, donc il n'a pas intérêt non plus à masquer la vérité. Il y a quelques problèmes qui ont été évoqués, donc qui ne figurent pas sur cette plateforme, mais des problèmes qui ont été confiés à notre collègue Djiba qui a largement remonté ça ici. Il s'agit donc de l'absence des équipements de protection individuelle. C'est des gants, c'est des bottes, c'est des tenues, c'est des imperméables. Et donc ça, par exemple, c'est une première revendication qui a été en tout cas des revendications qui a été portée à notre connaissance hier. Ce qu'on m'apprend, c'est qu'on a commencé à livrer. Ce qui n'est pas encore arrivé, c'est les tenues. Mais il y a certains lots qui ont été livrés, les imperméables sont arrivés. Mais le retard, on le reconnaît. On reconnaît qu'il y a quand même eu du retard dans la livraison de ces matériaux-là, donc de ces équipements. Quelle est maintenant la raison fondamentale de ce retard? L'information qu'on nous donne, c'est qu'avant, au niveau de la Société guinéenne des pétroles, il y a une seule personne qui s'occupait des achats. Donc cette personne-là contactait les fournisseurs et puis amenait le budget. Le budget était donc validé et décaissé par la DAF. On n'avait pas de visibilité sur la façon dont les choses se faisaient. Et on a constaté qu'au fil des ans, il y a eu parfois des budgets moins défendables. Surtout en 2020, on va décider de passer à un fournisseur étranger. Lorsqu'on passe à un fournisseur étranger, on se retrouve avec un budget 3 fois plus que ce que les équipements coûtaient avant. D'accord. Ça a donc réveillé des soupçons. Le directeur général qui arrive et qui fait un diagnostic et constate ça, décide de remanier des achats. Il décide dans un premier temps de mettre en place un comité des achats. Comité des achats, ça ne va plus être une seule personne qui s'occupe de ça. Il faut faire en sorte que le comité des achats soit pluriel et ils vont mettre même en place comment ils vont appeler ça, c'est un système d'information. Si les gens devraient, n'est-ce pas, une adresse de diffusion. Donc si on émet les besoins, on émet les besoins et puis on lance un appel d'offres, l'appel d'offres est lancé et tout le monde est au courant. S'il y a des soumissionnaires, dès qu'une information tombe dans cette adresse mail, cette adresse de diffusion, tous les membres du comité d'achat
sont au courant au même moment. Donc, ce n'est pas une seule personne qui s'occupe de ça. Ils vont également décider de mettre en place un comité, une commission de dépouillement. Ensuite, cette commission de dépouillement a à sa disposition une urne. Parce que lorsque les gens viennent, ils déposent leurs offres dans cette urne-là. Oui. C'est dans une enveloppe, c'est bien fermé, on met dedans. Donc, c'est pas une seule personne qui vient ouvrir. L'urne ne peut s'ouvrir qu'avec 3 clés. Il y a donc une clé avec le DG, une clé avec la DAF et une clé avec le contrôleur. C'est donc un processus, si vous voulez, un peu long, mais pour qu'il y ait la traçabilité sur ce qui est en train d'être fait. Parce que lorsque les marchés dépassent 100 millions chez eux, c'est comme ça ils m'ont dit, ça dépasse 100 millions, il faut forcément qu'il y ait au minimum 5 consultations. Il semble que c'est ce qui ne se faisait pas avant. On avait des fournisseurs donc dans une base de données et qu'on partait consulter avec lesquels on travaillait jusqu'à ce qu'on assiste à une explosion comme ça du budget alloué, n'est-ce pas, à l'achat, n'est-ce pas, de ces équipements. Cette commission de dépouillement est chargée donc d'examiner les offres techniques, mais également de choisir le mieux disant à travers, bien entendu, l'examen sur le plan financier des offres qui sont soumises. C'est donc l'une des raisons. Et surtout, ajouter à cela, il semble que la personne qui est chargée des achats, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a désormais un comité d'achat qui a été mis en place, a mis du temps à soumettre, n'est-ce pas, ses besoins à la direction générale. On va donc assister à tout ce retard qu'on est en train de connaître, mais il semble qu'on est en train de procéder aux achats. Maintenant, l'autre problème, c'est, je crois que c'est là, ça devient beaucoup plus intéressant. On a parlé d'un audit. Il semble que le dernier audit au sein de la Société guinéenne des pétroles remonte à 2013. Donc celui qui est là, il vient d'arriver. Donc tout ce temps, ce qui se faisait ou ce qui continue à se faire, ce sont des contrôles des commissaires aux comptes qui viennent pour valider donc les comptes à chaque fin d'année. Il y a donc cette fois-ci un audit qui est au bout. Le rapport doit être en principe doit être rendu public dans les jours à venir. On m'a dit le 30, donc peut-être lundi, probablement. Ce lundi semble finalement un jour fatidique. D'accord. Puisque la DAF avait convoqué, semble-t-il, un CA pour poser, n'est-ce pas, le problème du DG. Toutes les revendications qu'ils nous ont remontées là, ils voudraient les soumettre, n'est-ce pas, devant le CA et espérer obtenir son départ. Sauf que il y a eu changement. On ne veut plus attendre le 30. On veut, à partir d'aujourd'hui, décider des démarches pour exiger le départ du directeur général. Pourquoi donc cette accélération? La question reste posée. Ce qu'on me dit de l'autre côté, c'est qu'il y a un audit qui a été et qui est à la fin. Je ne vais pas revenir sur tout ce que l'audit révèle. Je vais seulement, pourquoi la DAF est en tête de bataille? Ça aussi, c'est pourquoi la DAF est en tête de bataille? C'est aussi curieux. Donc, il y a quelques informations que j'ai obtenues à l'intérieur de cet audit-là. Bon, j'ai pu asseoir ma conviction. Quand le journaliste, il y a des choses qu'on peut vous donner physiquement, il y a des choses qu'on peut vous permettre de voir pour que vous ayez votre propre conviction sur ce que vous dites. C'est que l'essentiel des paiements au niveau de la SGPE se font par chèque. Il se trouve qu'il y a 2 signataires sur chaque chèque, mais les 2 signataires ont été catégorisés en 2 groupes. Il y a 4 au total au fait, mais c'est en 2 groupes. Il y a les signataires A qui sont le PCA et le DGA. Donc le PCA, il est guinéen, le DGA, il est guinéen. Il y a les signataires B, c'est le DG qui est donc étranger et la DAF qui, dans le fonctionnement de l'administration, semble indépendant parce qu'il vient du ministère du budget, je crois que c'est ça, donc il a une certaine indépendance. Ça veut dire que sur chaque chèque, si c'est le PCA qui signe, c'est le DG qui signe. Donc c'est les deux. Si le PCA signe, le DG signe. Si c'est le DGA donc, qui est donc guinéen qui signe, c'est la DAF qui signe.
Donc, ce n'est pas les 4 signatures en même temps, c'est 2 signatures, mais un signataire A et un signataire B pour que le chèque soit, n'est-ce pas, valide. Ce qui se fait, c'est que l'audit a révélé que l'ancien DGA qui était là et donc qui est parti il y a un moment, avait, je ne sais pour quelle raison, procédé à des pré-signatures. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez bien, il suffit, quand lui, il a procédé à des pré-signatures, il suffit d'une signature de la dame, il soit valide. Et il a procédé à des pré-signatures et l'audit aurait donc révélé qu'il y a au total 3 chéquiers qui ont été signés. Donc avec un total environ de 600 chèques pré-signés. Wow. 600 chèques pré-signés. Et donc... 600 feuilles. Oui, évidemment. Oui, c'est ça. Les feuilles de chèques là. Les feuilles de chèques là. 600 chèques, ça donne des tournis. 600 feuilles. 600 feuilles. Donc 3 chéquiers. Donc, il suffit seulement que la DAF... Ça dépend. Il y a des chéquiers de 50, non? De 50. Oui. Il y a des 600, ça t'en fait 12. Ça t'en fait 12. 12, ouais. Oui, donc peut-être que pour eux, c'est des gros chèques. Allez-y. Donc, il suffit seulement de faire de plusieurs banques en même temps. En plus. Donc, il suffit seulement que la DAF signe pour que le chèque soit valide et qu'on puisse obtenir, n'est-ce pas, le paiement. On a donc trouvé... Mais ça, c'est risqué, je le disais hier. Très risqué. Des chèques pré-signés. Il resterait simplement que le second signataire... Le second signe... et puis c'est tout, il met le montant qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de... Et vous êtes engagés tous les deux. Il n'y a pas de besoin de discussion autour. On a donc trouvé comme ça un nombre élevé des chèques qui n'ont même pas été, payés. Donc, qui n'ont pas été, si vous voulez, honorés. Donc, le directeur qui est arrivé, il a dû mettre des mois avant de commencer à signer parce qu'il n'y avait pas de place. Donc, voilà ce que l'audit révèle en premier. Et l'autre chose, c'est par rapport aux syndicalistes. Et donc, l'audit va révéler, pour nous résumer sur ce volet du chèque, il y a des bouts qui manquaient. Il y a des bouts qui manquaient. Oui, justement. Ça, par contre, c'est grave. Il y a des bouts qui manquaient. Exactement. Et on savait pas. On ne sait pas. Il se trouve que de toutes les façons, le DGA, il avait déjà signé, ça l'engage d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la DAF est encore sur place. Quand je dis le DGA, c'est l'ancien DGA. Donc, la DAF, elle est sur place. On trouve qu'il y a donc des chèques qui ont manqué et qui n'ont pas été justifiés. Voilà, et ce qu'on nous apprend par ailleurs, Jacques, c'est que c'est parce que ces chèques-là avaient disparu que finalement le DG était obligé, après moult interpellations, de saisir la DPJ pour obtenir des explications par dessus. Rapport, mais je crois par rapport à l'utilisation. À ce niveau-là, Jacques, juste un petit mot à ce niveau-là, la démarche peut être aussi simple, c'est quand même une entreprise. Ce n'est pas un compte personnel. Je pense que l'entreprise peut interroger les livres de la banque pour savoir un peu à quoi ça servit ces chèques. Ça a été fait. Ça a été fait. Voilà. Ça, c'est tant qu'il y a la lisibilité. C'est tant qu'il y a la lisibilité. La lisibilité dans le processus. Tant qu'il y a la lisibilité. Si vous avez des chèques, des papiers, des bouts qui ont disparu, c'est numéroté. Les chèques sont connus. Voilà. Et les motivations de décaissement, c'est pas comme si moi je partais décaisser dans mon compte personnel. Le problème, c'est simple. Quand c'est une entreprise, il faut des motivations. On peut trouver un chèque qui va porter par exemple le nom de Roby. Ça signifie qu'on a donné de l'argent à Roby. Mais pourquoi? Ça, il faut d'autres informations derrière qui vont pouvoir le justifier. Donc, c'est vrai qu'on sait à peu près à qui on a donné. Mais pourquoi voilà. C'est ce qui n'est pas là. Exactement. Donc, ce sont ces informations-là qui manquent. L'autre raison qui pourrait justifier, n'est-ce pas, cette fronde du côté de la SGP, c'est la composition même du syndicat. L'équipe syndicale serait composée en majorité d'exploitants. Les exploitants, ce sont eux qui gèrent le stock. Djiba nous l'a dit hier aussi, ce sont eux, lorsque les marketeurs commandent et puis ça arrive, ce sont eux qui réceptionnent, donc qui gèrent le stock, ce sont eux qui s'occupent de la distribution. Et donc au niveau de la SGP, ils ont une certaine puissance. Ils ont une certaine puissance parce que le système qui est mis en place, c'est que ce sont eux qui gèrent le stock, ce sont eux qui rendent compte de la gestion du stock. Il y a un système donc informatique qui existe
qui dit par exemple que l'exploitant X a reçu 1000 litres pour ce mois d'octobre, et puis à la fin du mois d'octobre, il vient dire combien il a consommé et puis combien il reste avec lui. Sauf que lorsque le directeur est arrivé, il a d'abord fait un premier constat. C'est que les stocks de clôture n'étaient pas conformes aux stocks d'ouverture. C'est-à-dire que lorsque le mois finit, le mois d'octobre finit par exemple, vous dites il reste dans mon stock 1000 litres de carburant. Sauf que lorsque novembre commence, stock d'ouverture, c'est 900 et quelques. On se demande donc qu'est-ce qui se passe. D'accord. Parce que les deux stocks doivent être conformes. D'accord. Le stock de clôture, lorsque vous dites que au mois d'octobre, j'ai terminé avec mon stock, il me restait dans mon stock 1000 litres, il faut que le 1er novembre, que les 1000 litres soient là. C'est l'évaporation. Maintenant, Justement, j'ai voulu le dire, dans le domaine pétrolier, quand on vous déclare par exemple 1000 litres, ça veut dire qu'il y a plus de 1000 litres parce qu'on tient compte de la possibilité d'évaporation. Il y a évaporation. Voilà. De quelques litres seulement. De quelques litres seulement. Mais pas de 100 litres. Ce que je suis en train de vous dire, Jacques, c'est que lorsqu'on déclare 1000 litres à la fermeture, c'est pas forcé qu'il y ait exactement 1000 litres. Il y en a plus. Il y en a plus. Toujours. Litres, par En exemple. prenant en compte, Il y en a plus. en prenant en compte les litres qui vont s'évaporer. C'est-à-dire, cela voudrait dire à l'ouverture. et nécessairement à l'ouverture, on doit avoir 1000 litres. Oui. On doit avoir En 1000 effet. litres. litres. En effet. Voilà. En effet. Et donc on peut 1010 litres, 1020 litres, mais pas quand même au-delà. D'accord. Oh non, Mais même ça. il se trouve que ces écarts ont été constatés. Et le directeur, il a voulu en savoir beaucoup plus. Parce que si dans les données qui arrivent dans les rapports, il y a déjà une différence, lui, il a voulu voir les bacs. Donc, voir le stock physique. D'accord. Voilà ce qui m'est remonté, mais je veux voir les stocks physiques. Il semble que c'est ce qui pose en réalité le gros du problème. On ne veut pas que le directeur il voie de plus près ce qui se trouve dans les bacs. Parce que c'est vrai qu'on me remonte qu'il y a 1000 litres à la clôture et puis il y a peut-être 900 finalement à l'ouverture. Mais qu'en est-il de la réalité si je vois moi-même de manière physique, qu'est-ce que ça peut faire? Les gars, on disait donc, ça hier. Les deux stocks de Conakry, donc il y a le stock qui est donc derrière la cité chemin de fer et du côté de Coranty. Le directeur aurait la volonté d'aller voir de plus près. Et on ne veut pas qu'il y fourre le nez. Et on ne veut pas, Parce que je comprends avant qu'il ne mette en œuvre sa décision, les autres veulent obtenir. On préfère le chasser. Parce que son départ. Je comprends pas quand même. Je vais terminer rapidement puisque j'ai commencé par dire que dans la revendication, nous avons pu le voir, il n'y a pas de problème de salaire. Et je crois que... le départ net. Sauf que si ça change dans la journée, mais ce qu'on m'apprend, c'est qu'un simple ouvrier de là-bas n'a rien à envier à un directeur quelque part. C'est le pétrole. Donc ils le savent, ça m'a inspiré quelque chose. C'est comme quand à l'Hérault, il y avait une manifestation des travailleurs, et puis on a appelé Espace. C'est Antoine qui... Et c'est Antoine qui est allé, j'ai pensé à lui directement hier. Antoine est allé avec des cadreurs, je me rappelle, je crois, Coria et puis d'autres techniciens pour faire une émission là-bas. Ils ont passé toute une nuit, ils cherchent des informations. Après, curieux comme un journaliste, il s'arrête, il dit, mais attendez, dites-moi, vous êtes payé à combien? Après, on commence à lui dire les salaires. Les moins payés étaient à $3 000, 4 000, 5 000. Celui qui les a reçus même était à 8 000 dollars. Donc, il dit, mais j'ai regretté pourquoi j'ai quitté Conakry pour aller écouter des gens qui sont à l'aise tout naturellement. L'autre chose, lui, il a pensé à son salaire de journaliste. Il a pensé à son salaire de journaliste. Donc, l'autre chose, ce qu'on me dit, parmi ces syndicalistes, il y aurait certains qui ont des citernes. Il y en a même qui auraient des stations-service. Donc, des syndicalistes qui, en réalité, disent qu'ils défendent des travailleurs. Le conflit d'intérêts. Mais qui, peut-être, défendent le patronat. Et donc, se défendraient eux-mêmes. Parce qu'il y a une question de business, surtout autour de ces bacs
qui est, n'est-ce pas, au centre de ce conflit. Des bacs que le directeur général veut aller fouiller. Roby, je pense qu'on alertait hier. Oui, ça m'inspire une idée, ça m'inspire, je vais parler bien évidemment de vous, ça m'inspire quelque chose, une histoire qu'on m'a racontée qui paraît que quand tu pars dans le village de Yaradou, à l'époque, ça c'est vers chez vous, quand il y a l'affluence... Lequel Yaradou? Yaradou Kongonani. Yaradou, en tout cas Yaradou. Chez Kumbea Avian? Oui, non, Tambatiendo. Ah, Tambatiendo, voilà. D'accord. Il paraît que quand tu pars là-bas et qu'il y a l'affluence des autres villages, c'est qu'il y a la présence de Tambatiendo. Donc juste pour dire un peu... D'accord. Vous comprenez un peu à son nom. Oui, je vois. Vous comprenez un peu... c'était un grand monsieur. Un grand monsieur. Yaradou, les colonnes nongouane. Ici, allez. Les colonnes c'est là-bas, c'est là-bas. Donc vous comprenez. Donc la logique veut qu'en Guinée, partout où il y a bruit, c'est que ça sent un problème d'argent. Ça sent un problème de transparence, de volonté de transparence. C'est un peu ce que le ministre Julien nous expliquait hier. Tout le tollé qu'il y a eu autour de lui, c'est bien évidemment parce qu'il a eu la volonté de faire la transparence. Donc, dans les explications de Jacques, finalement, on se rend compte que les gens en veulent à la tête du directeur, pas peut-être pour son inefficacité. C'est pour ça qu'il est intéressant d'équilibrer les informations, mais parce que tout simplement, il a la volonté de contrôler et il a la volonté d'arrêter une certaine pratique de vol et de corruption, etc., qui existe à la SGP. Donc tout ce bruit-là, finalement, c'est pour ça, c'est pour l'argent. Le gain. Il faut bien se l'entendre dire. Vous savez, Daouda, voilà. Je sais pas, je crois que je vais te prendre sur ton commentaire à la reprise. Comme toujours. Voilà. Il est de tradition pour Daouda d'être suspendu. Très bien. Vous, de votre côté, continuez à réagir à cette émission. On va se retrouver dans seulement 10 minutes. Aïssa Toussané rendra compte de ce que vous avez écrit et pensé sur ces premiers numéros que nous avons abordés. Restez avec nous. D'autres sujets à venir. Nous irons à Bofa. Doudou Béni sera avec nous. Il veut parler de sa ville qu'il présente comme abandonnée désormais par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous irons également à Guékédou, un diocèse ouvre ses portes dans cette localité-là avec d'autres préfectures qui lui seront désormais rattachées. Et puis nous allons clore avec celui que nous aimons, celui qui nous fait rire et qui en a, lui, le don, Bapa Oumar, ce grand humoriste guinéen qui écume désormais j'ai envie de dire, les grands podiums du monde et qui brandit les couleurs guinéennes. On va le recevoir au bout de cette émission. Restez avec nous, c'est dans 10 minutes. Et voilà, nous revenons. Daouda, je vois qu'il faut activer ton micro, très bien. Nous revenons donc en studio. Un commentaire sur cette présentation de Jacques Lewaleno. C'est un autre son de cloche qui tranche carrément avec ce que nous avons entendu hier et que Djiba nous a si rondement présenté. Oui, effectivement. Depuis hier, d'ailleurs, je voulais faire cette petite remarque parce que le plus souvent, les gens mettent en avant la nationalité des collaborateurs, tel est étranger, tel ne devait pas être, ceci ou cela. Je crois que Jacques l'a dit hier. C'est vrai qu'on veuille les compétences locales, mais lorsque les textes définissent un certain nombre de faits, il faut se soumettre à cela. Mais quand je vois un peu cette autre version des faits, par rapport à tout ce qui tourne aujourd'hui autour de cette question, il y a bien lieu de s'interroger. Est-ce que, quelque part, on n'est pas en train de vouloir couvrir des forfaitures pour demander le départ du directeur général afin que ce qui peut être su ne soit pas su. Parce que, vous savez, en Kissi, on dit le plus souvent, non la bine mi sisiele, la bine mi chali. C'est un boulang. Non, plutôt que de t'attraper debout, c'est mieux que ça t'attrape assis. Assis. La honte. Bon, beaucoup de choses, hein. Voilà, beaucoup de choses. Voilà. Ouais, il y a aussi le pantalon. Alors, donc, moi, je me dis, on est en train de vouloir camoufler des choses aujourd'hui, mais il faut bien qu'on accepte le respect des textes, de ce que disent les textes par rapport à qui doit être directeur général, qui doit être signataire et comment les marchés doivent être suivis. Parce que si on a... Il y a bien un manuel de procédure. Il y a bien un manuel de procédure. Mais lorsqu'on bypasse
le manuel pour vouloir aller comme on en a l'habitude chez nous. Et les textes sont ce qu'ils sont. Et les pratiques sont ce qu'elles sont, ça devient compliqué. Et on veut avoir les résultats. Ça, je me dis que jusque-là, on n'est pas prêt à quitter les mauvaises pratiques. Jusque-là, nous ne sommes pas prêts à quitter les mauvaises pratiques. Et il y a cet appel à témoins spécial qu'on veut organiser dans le cadre des Grandes Gueules, les patronymes atypiques. Les patronymes atypiques pour les communautés les moins connues. Donc les minorités les moins connues en Guinée, les Bassari, les Badiaranké. Oui. Je vous donne la parole tout à l'heure, mon cher Roby. Je veux simplement lire ce message que nous envoie Babila. Il dit: bonjour Tamba, un message d'alerte. Charles, suivez bien le nom, Charles Tiara Bies, un jeune Bassari de Koundara, admis au bac et orienté en biochimie à Gamal, s'est vu refuser le certificat de nationalité à cause de son patronyme au tribunal de Koya. Les autorités guinéennes méconnaissent leurs propres citoyens des groupes ethniques minoritaires. À côté de lui, un autre exemple qui m'a été remonté, lui, il a carrément passé des nuits en prison. Et parce qu'on avait estimé qu'il avait à tort obtenu des documents guinéens alors qu'il... Pour le juge, pour le commissaire, il ne l'était pas. Il a passé des nuits en garde à vue. Roby, est-ce que nous faisons donc, c'est de dire, vous êtes, les noms vont venir tout à l'heure, mais si vous êtes de cette communauté, de ces communautés-là, nous sommes intéressés à avoir un numéro spécial avec vous le mardi prochain. Comme ça, vous viendrez. Ça va être une émission à plusieurs. Vous viendrez et l'objectif, c'est de vous faire connaître davantage que les Guinéens. Ceux de Koundara d'ailleurs ont déjà une structure et c'est un de nos confrères d'ailleurs qui est le porte-parole. Très bien. Je crois qu'on pourrait bien entrer en contact avec. Parce très bien. Allez-y, Roby. Je comprends très bien, enfin je veux pas dédouaner les autorités, mais c'est qu'il y a un peu, ils sont non seulement minoritaires, moi c'est ma première fois d'entendre ce patronyme. Oui, par exemple, les patronymes ne sont vraiment pas connus. Quand vous entendez Bonang, Bindia, Badiar, Bouban, tu viens de dire Bies, Bianquiche, Bangar, Bemoun, Bangonine. Donc ça c'est par exemple pour ne prendre que très atypique chez les Bassari, comme patronyme pour la Guinée. Absolument. Donc je pense qu'il faut un véritable travail de sensibilisation au niveau des autorités et de communication aussi de ces communautés pour faire connaître leur patronyme. Je n'en voudrais pas forcément aux autorités ou aux autorités qui délivrent les documents, mais je pense qu'à côté de cela, il est écrit quand même nationalité guinéenne. Et que lorsque vous êtes en face de ce type de problématique, aujourd'hui Google est intelligent. La réflexion devrait vous pousser. Il faut quand même aller fouiller. Il faut fouiller. Mais encore que, avant Jacques... de refuser, il faut fouiller. Moi, je ne trouve pas d'excuses. Absolument. En fait, c'est notre pays. Oui, mais si tu connais pas, tu cherches. Oui, mais tu cherches. Tu ne refuses pas. En fait, ce que je veux dire, tu ne refuses pas systématiquement. Mais vous dites la même chose, à peu près. Vous ne pouvez pas être officier d'état civil et ne pas connaître ça. C'est dangereux. Non, on peut ne pas connaître, les gars. On peut ne pas connaître, mais il faut chercher. Il y a un registre. Je pense que c'est ce qu'ils disent. Oui, maintenant... Pardon Jacques, je te laisse continuer. Daouda, tu es par exemple à Gekedou ou à Lola, il ne faut pas être étonné de ne pas savoir, mais il faut chercher. Voilà. C'est ce que dit Roby et je suis d'accord avec lui par ailleurs. Moi, je suis Koulemou par exemple. Quand on vous dit qu'il y a les Kélémou qui existent. Ça je ne savais pas. Tu as vu? Oui, même Kolomou m'a surpris. Voilà. Il y a Keleba. Alors que nous sommes... Oui, Keleba qui existe. Alors que nous sommes de la forêt. Et Bemoun, moi j'ai une amie, Agnès Bemoun, elle est de Koundara. Voilà. Je suis même en train de causer avec elle maintenant. Ben voilà. Elle est de Koundara, elle est Bemoun. Allez-y, Jacques. Quand vous avez eu une célèbre journaliste, Chab, vous devez quand même vous dire qu'il y a la possibilité d'avoir des noms parfois qui peuvent vous surprendre. Elle était très célèbre à la RTG. Chab. Donc, ces noms, il faut bien revenir là-dessus. Un coucou à mon ami de promotion Samuel Tiara Benja, qui est aussi de Koundara. Donc, Bangar, Bangonine, Bemoun, Bianquiche, Bidiar, Bies, Bindia, Bonang et Bouban. Je pense que il faut communiquer davantage sur ces noms-là. Les B. Il y en a au sud.
je crois, les manos, où vous avez aussi des noms assez... Des manos et des conos, où vous avez des noms assez atypiques. Il y a un de nos grands frères, il y a un de nos grands frères qui appuie ce que tu dis. Si c'est pas parce que on a un Matos célèbre qui est connu. Peut-être que si quelqu'un vient avec le nom Matos, on va dire qu'il n'est pas guinéen. Tu vas penser à du matos de sonorisation. Mais il faut que... Ça m'a été raconté comme ça. Un jeune qui a fait sa carte d'identité. Il y a quand même des auditions qu'on fait actuellement. Quand vous arrivez, les agents de police vous reçoivent et puis on vous demande est-ce que vous êtes guinéen. Moi, on m'a fait ça. Est-ce que vous êtes guinéen? Oui, je suis guinéen. Vous êtes de quelle nationalité? Dans mon bureau. Est-ce que vous êtes de quelle communauté? Vous dites par exemple, moi je suis Kissi. Je dis d'accord. Est-ce que vous parlez une seconde langue guinéenne? Après vous dites, on vous pose une question dans cette langue et puis vous répondez. D'accord. Donc ça, ce sont les stratégies qui sont utilisées par les commissariats pour tester si vous êtes guinéen. Le monsieur, il a fait tout ça. Il vient de Lola. Alors, sa carte est prête. Pour la lui délivrer, on pose la question, est-ce que vous êtes guinéen? On le soumet encore à une autre comment je vais appeler ça? Jacques, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que... audition. Jacques, ce qu'il faut voir... Je crois que je t'en ai parlé. Il était au commissariat de Kano. Oui, en effet. Où la dame lui dit, je ne suis pas convaincu que tu es guinéen. Oui. Enfin, le monsieur a fait tout le processus. Sa carte d'identité, elle est prête. Elle est déjà prête. Pour la lui remettre, elle n'est pas convaincue que le monsieur est guinéen. Oui. Je vous ai même entendu... J'étais entendu avec la dame plusieurs fois au téléphone. Oui, j'ai parlé plusieurs fois avec la dame. J'ai dit, mais madame... Vous êtes policière de la République de Guinée. Si vous ne connaissez pas tous les patronymes de notre pays, c'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux. Je crois, c'est vrai, on peut dire, on peut ne pas connaître, mais si vous ne connaissez pas, je crois qu'il faut demander. Mais il faut arrêter de fatiguer nos compatriotes comme ça à cause de leur patronyme dans les commissariats. Très bien. Vous savez quand même demander... Les lélés. Ah oui. Vous savez, les lélés, on va vous dire Dalo. D'accord. Dalo, vous allez penser que c'est pas guinéen. C'est pas guinéen. C'est pas guinéen, alors que c'est un nom, c'est un patronyme Lélé. Roby va lire rapidement, relire les noms. Encore les noms, chez les Bassaris. Chez les Bassaris, il y a les Bonang, les Bindia, les Bidiar, les Boban, les Biès, les Bianquiches, les Bangar, les Bemoun, les Bangonines. Mais ce que je voulais ajouter à ceci, c'est que mon côté maternel, par exemple, parce que ma mère est de Koundara, elle est de Ourous. Chez eux, c'est très atypique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de patronyme commun dans la famille. D'accord. Ça, c'est une autre difficulté. Il y en a aussi chez les Manos. Voilà. Vous avez vu? C'est-à-dire le nom de la femme est différent du nom de l'homme. Du nom de l'homme, en effet. Même si vous êtes de la même famille. Moi, chez ma mère, par exemple, les noms finaux, c'est en fonction des rangs. D'accord. Des rangs des fils et des rangs des filles. D'accord. Le premier fils, par exemple, s'appelle Sarah. D'accord. À la fin. Et le deuxième a un nom. Ça s'appelle Bouna. Mais pourtant, c'est deux frères de même famille, même père, même mère. D'accord. Et donc, il arrive à des moments où il y a des gens qui ont des difficultés même à faire voyager leur propre, par exemple, dans le regroupement familial. Ça crée énormément de problèmes. Parce que les ambassades ne sont pas assez sensibilisées à cela. Dans le mental des ambassades en Guinée, quand tu es Kourouma, tous tes enfants sont Kourouma. Quand tu es Kamano, tous tes enfants sont Kamano. Alors quand tu viens avec des papiers regroupement familial, tu trouves Roby, Sarah, Tamba, Bouna, Jacques, Badia, etc., etc. Ils se disent mais non, vous n'êtes pas de la même famille. Donc ça crée évidemment beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés et je répète cet appel à témoins. Nous voulons aborder ce sujet mardi prochain par la grâce de Dieu. Si vous êtes concerné par cet appel-là, vous êtes d'une communauté minoritaire avec un patronyme atypique, faites-nous le savoir, justement. Faites-le nous savoir, pardon. Ça peut être même dans les messages maintenant. Et puis, on vous prendra à l'antenne si on peut avoir 3, 4 communautés avec des patronymes différents. Ce serait intéressant de vous avoir ici. Mais je pense que ce serait encore plus intéressant d'avoir, en plus de ces témoins, d'avoir un ethnographe ou un ethnologue pour nous aider à comprendre ces questions-là. C'est donc un appel à témoins lancé pour mardi prochain. Si on peut avoir ça ce week-end, ce serait bien. Il faut que
nous connaissions nos communautés, que toutes ces spécifications ethnologiques et ethnographiques soient connues de l'ensemble des Guinéens. C'est aussi un facteur d'unité pour chacun de nous. Comment faire la différence entre un Sané guinéen et un Sané sénégalais, un Mané guinéen et un Mané sénégalais? Kenneth, oui. Denzo, Coesia. Vous pensez que c'est d'où? C'est Manon. C'est des Beyla. Des Beyla, oui. Voilà. Wow. C'est des Beyla. Moi, Et qui savait que les On a eu une célèbre Kenneth aussi. Kenneth, ministre. Ministre, oui. Wow. Mais un bémol. Qui savait qu'on avait des rights guinéens? Mais un bémol. Un bémol. Il a fallu Charles. Un bémol. C'est vrai. Et oui, lui avec lui, on a su. On a su qu'on a des rights guinéens. Permets-moi de parler de ce bémol qui est très important chez nos bons, parfois, qui sont du côté de la Sierra Leone, qui font parfois le malin plaisir à changer le patronyme. Et ça, c'est une grosse erreur. Pendant qu'ils sont guinéens, ils vivent là-bas. Tu sais, le Diallo en Sierra Leone ne s'écrit pas le ils disent Diallo. Alors qu'ici, c'est Diallo. Baldé là-bas, c'est avec ET à la fin. Baldé. Et ils prennent le malin plaisir à aller changer là-bas les documents. Ils écrivent de la manière dont les autres écrivent. Et donc, quand ils viennent ici, ça pose problème. C'est vrai. Ça aussi, c'est une réalité. C'est comme Ba. Il faut l'écrire carrément comme... C'est comme Ba. Ba pour le Mali, le Sénégal, c'est avec l'accent circonflexe. Voilà. Très bien. On poursuit cette émission. Derrière la virgule, nous allons recevoir Doudou Béni, que nous aimons. Il est avec nous ce matin. Avec lui, on va parler de sa préfecture, mais aussi de la collectivité, donc la ville de Bofa, une ville dont on se pose la question si elle est laissée pour compte. Il y a une histoire. C'est derrière ceci.